Bonjour à tous, je suis ravi de voir qu'il y a encore des gens pour cette dernière session. J'imagine que tout le monde est un peu fatigué, moi aussi. Je vais essayer de ne pas dépasser les 30 minutes, sinon je sais que Serge va me tirer les oreilles. Donc je vais aller très très vite sur la première partie. La première partie, c'est pourquoi et qui fait du gros hacking. Le gross hacking, j'ai un terrible accent anglais. Le gross hacking, c'est un ensemble de techniques. Je pense que tous ici, on a un jour fait du growth hacking. Le growth hacking, ça permet de faire grandir une startup. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Déjà, commençons par des exemples concrets. Qui fait du growth hacking? Je voulais mettre en avant 7 startups mobiles qui ont fait et appliqué des techniques de growth hacking. On les connaît tous. Square qui a révolutionné donc, le paiement sur mobile. Snapchat qui a quand même eu à forte affaire puisque Facebook a lancé un concurrent à Snapchat. Et ce qui est assez amusant, c'est que ici, c'est Facebook POC. Donc on a pu voir que Facebook POC a grandi assez rapidement, et puis après c'est écoulé. C'est pile à ce moment-là où Snapchat a vraiment décollé. Également Uber, hein, qu'on connaît tous, Hotel Tonight. Je travaille pour cette société-là, qui s'est étendue très très rapidement partout dans le monde. WhatsApp, Instagram, Vine. Alors qu'est-ce qu'elles ont toutes en commun, ces startups mobiles? Ces startups mobiles, elles axent le business, elles créent des nouveaux marchés, elles disruptent le système et elles utilisent des techniques de growth hacking. Parce qu'on pourrait se dire, effectivement, elles ont eu des bonnes idées, mais je pense que tout le monde sait qu'ici, une bonne idée, c'est pas suffisant. Il y a plein de startups qui ont des idées, mais qui ont une mauvaise exécution. Il y en a des milliers chaque année. Elles vont lancer des idées sympas. Elles vont voir un petit peu de traction. Elles vont même avoir des articles dans la presse. C'est super cool. On a un article sur TechCrunch. On grandit fort. Et puis après quelques mois, il ne se passe rien et on ne sait pas pourquoi. On atteint ce qu'on appelle le Truth of Zero et on n'a plus d'argent pour continuer. Donc ça, c'est un graphique que je pense beaucoup de gens connaissent ici. L'idée, c'est d'arriver ici, via la terre promise, via des techniques de growth hacking. Alors de manière un petit peu plus concrète, comment acquérir le growth hacking spirit? C'est vraiment ça, donc ma présentation plus en détail. Donc 4 étapes pour vous présenter ça. La première partie, qu'est-ce que c'est le growth hacking? La deuxième, on va regarder les 3 stages de la croissance. Après, on va regarder un petit peu plus en détail le tunnel, l'entonnoir de conversion, comme Yann a pu l'expliquer hier. Et enfin, quelques techniques de growth hacker pour acquérir des utilisateurs sans budget. Je ne vais pas réinventer la roue, mais ça sera quelques techniques que j'ai pu utiliser par le passé. Donc déjà pour me présenter, donc moi je suis Antonin, je travaille pour Hotel Tonight depuis 1 an, j'ai pu travailler pour pas mal de startups, je les ai aidés à grandir en termes d'acquisition d'utilisateurs, d'amélioration de taux de conversion. Si vous souhaitez prendre des notes, je vous encourage plutôt, si vous voulez utiliser vos doigts, à télécharger cette présentation qui est tout de suite maintenant disponible sur mon site web. Et si vous voulez me faire vraiment très très plaisir aussi, je pense que beaucoup de gens sont sur Twitter, n'hésitez pas à retweeter mon dernier tweet. Et en échange, tous ceux qui m'ont tweeté, je vous enverrai la vidéo que je suis en train de prendre avec mon téléphone que j'ai positionné juste là. Donc n'hésitez pas à tweeter la conférence tout de suite, ça serait super cool, ça me ferait vraiment plaisir. D'abord, qu'est-ce que le growth hacking? Je voulais citer quelques personnes aux États-Unis qui ont vraiment développé toutes ces techniques-là depuis des années. Le premier, c'est Aaron. Donc, un growth hacker pour lui, c'est quelqu'un qui connecte le produit avec le marketing et avec la donnée. Dan Martel définit ça comme une procédure, en fait, des outils qui vous permet de faire croître votre produit. Ryan Holiday, lui, définit ça comme quelqu'un qui a abandonné toutes les techniques de marketing traditionnelles pour se concentrer uniquement sur des techniques qui sont testable, trackable and scalable. Je ne vais pas tenter de traduire ça en français, ça sonne beaucoup mieux en anglais. Et enfin, Sean, c'est tout simplement pour lui un gros hacker, c'est quelqu'un qui est focalisé sur la croissance. Et d'ailleurs, Sean, c'est lui qui a créé ce terme-là en 2010. Donc c'est vraiment un buzzword, hein, on est honnête avec ça. C'est lui qui a synthétisé ce mot-là, mais finalement, c'est un mot plutôt bien fait pour décrire toutes les techniques que les startups utilisent pour grandir à moindre coût.
Sean, pour ceux qui ne savent pas qui c'est quand même un gars qui envoie plutôt du lourd puisqu'il était le premier marketing guy de Dropbox. Donc Dropbox, c'est bien évidemment une société qui vaut 4 milliards aujourd'hui, qui est extrêmement connue. Et le gros hacking a permis à Dropbox d'être leader sur un marché qui était très bouché à l'époque. Il y avait des dizaines de solutions de storage en ligne. Ils n'ont pas fait une seule publicité payante. Ils ont réussi à s'imposer sur ce marché-là. Alors, 2-3 exemples. Ça, par exemple, c'est la page d'accueil actuelle de Dropbox. Donc, vous allez sur dropbox.com, vous tombez sur cette page-là. Donc, ils en ont testé des dizaines et des dizaines avant d'arriver là. Maintenant, bon, ils ont trouvé celle-ci, puisque Dropbox est quand même assez connu, mais il y a un bouton, c'est s'inscrire. Dropbox est également vraiment connu à travers leur programme de référent. Donc, c'est vrai qu'ils avaient un produit qui s'adaptait plutôt bien. Je partage Dropbox, mes amis utilisent Dropbox grâce à moi, j'ai plus d'espace de stockage. Je me connecte sur le compte Facebook ou Twitter de Dropbox, on m'offre des crédits supplémentaires, de l'espace supplémentaire. Donc toute une série d'actions que Dropbox invite à faire, qui va leur permettre d'acquérir des utilisateurs à moindre coût. Donc Dropbox c'est vraiment un bon exemple. C'est pas une application mobile Dropbox à la base. Donc moi je vais me concentrer maintenant sur un peu plus les apps mobiles, puisque c'est ça qui nous concerne aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par vraiment les fondations. Donc les fondations de la croissance, qu'est-ce que c'est? On en a parlé, plusieurs personnes en ont parlé jusque-là. La base, c'est le produit. Vous devez vraiment évidemment avoir un produit qui déchire, les gens l'utilisent, les gens en ont besoin, donc ça c'est la base de tout. Ça ne sert à rien d'essayer de croître si votre produit n'a pas de marché. Donc vraiment, le produit, et chez Odell Tonight, pendant des années, on a que 3 ans, mais pendant les premières années, on a très très bien investi en marketing, c'est se concentrer sur le produit pour avoir un produit qui réponde à un vrai besoin. Ensuite, on transitionne vers la croissance, et puis après, vraiment, on commence à se concentrer sur les techniques de croissance. Qu'est-ce que c'est un product market fit? Défini par Paul Graham, qui est le fondateur de Y Combinator, c'est tout simplement faire un truc que les gens kiffent, hein, c'est aussi simple que ça. Sean, encore lui, comment on trouve qu'on a un bon product market fit? Alors Sean, il a une technique très simple, hein. On sort une bêta et on pose la question aux gens qui l'utilisent, est-ce que vous seriez déçus sans mon produit? S'il y a plus de 40% des gens qui disent qu'ils seraient déçus, c'est un bon product market fit. Si on a moins de 40%, il faut retourner travailler sur son produit. Donc vraiment, le product market fit, c'est la première étape avant tout. N'essayez pas de faire du marketing, de faire de la croissance, si votre produit ne correspond pas à un véritable besoin. Ça semble logique, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui oublient ça. Donc comment être bien évidemment sûr que votre produit correspond à ce que les gens recherchent? L'idée, c'est de sortir une bêta le plus rapidement possible, et Grégoire l'a bien évoqué tout à l'heure. Donc pour sortir une bêta sur une appli, c'est plutôt facile, hein, puisqu'on n'a pas à construire un produit physique. Ça va être un produit numérique qu'on va pouvoir distribuer à une audience limitée via différents outils. Il y en a 2 qui sont très utilisés sur le marché pour distribuer votre appli sans avoir besoin de la mettre sur l'App Store. Le premier, c'est TestFlight. Le deuxième, c'est OkiApp. Ça fait à peu près la même chose et ça va vous permettre de distribuer votre application mobile à 50, 100 personnes, de commencer à avoir des feedbacks, de pouvoir améliorer l'application en fonction de ces feedbacks-là, de valider votre product market fit et ensuite, du coup, de transitionner vers la croissance. Donc la transition vers la croissance, qu'est-ce que c'est? Différentes étapes avant de vraiment commencer à mettre en place des techniques de growth hacking et de croissance. La première étape, c'est évidemment la mise en place d'outils analytics. Donc le growth hacking, c'est avant tout l'analyse de données entre le produit et le marketing. Identifiez vos objectifs que vous pourrez faire évoluer. Focus votre message sur vraiment qu'est-ce que l'utilisateur recherche dans votre application. N'essayez pas de sortir des dizaines de features, alors qu'il y en a une, c'est la principale, c'est sur ça que votre message doit se concentrer. Optimisez votre business model et vos conversions avant de ramener beaucoup de trafic. Ça ne sert à rien d'avoir des dizaines de milliers de gens qui utilisent votre application si vous n'avez pas optimisé votre taux de conversion qui va vous permettre de gagner de l'argent. Et enfin, montez une équipe de growth, une growth team
Alors vous n'avez pas besoin d'engager des gens qui vont faire que ça, hein, mais identifier dans votre équipe qui est-ce qui va être chargé de ces questions-là. Généralement, on a besoin d'un designer, d'un copywriter, d'un data analyst et d'un web développeur, parce que c'est vraiment la connexion entre toutes ces spécialités-là qui va vous permettre de mettre en place des techniques efficaces de gros hacking. Donc le gros hacking, c'est vraiment tester, optimiser et retester. C'est vraiment ça la définition à chaque étape de la vie du client. Donc hier, Yann nous en a parlé de l'entonnoir. Donc c'est un entonnoir percé, comme il l'a bien dit. Tout commence par l'acquisition. Ensuite, on va essayer d'activer, donc ça va être par exemple l'inscription, de retenir. Et à ce moment-là, entre l'activation et la rétention, il y a des techniques de référable. Donc on va inciter nos utilisateurs à partager notre produit pour avoir un peu plus d'acquisition. Et enfin, la dernière étape, c'est le revenu. Donc là, j'ai formalisé un tunnel, un entonnoir de conversion. C'est juste un exemple sur une application de jeu, par exemple. Donc l'acquisition, c'est la première étape. L'utilisateur lance l'application. La deuxième étape, l'utilisateur s'inscrit. La troisième étape, la rétention, l'utilisateur atteint le niveau 3. Et la quatrième étape, l'utilisateur va faire un IA purchase. Donc ici, à chaque étape du tunnel de l'entonnoir de conversion, vous allez évidemment donc perdre des utilisateurs. Donc par exemple, vous allez acquérir 50 000 personnes, et puis il n'y en aura que 2% qui vont s'inscrire pour commencer à jouer. Et bien c'est ici, sur ces 2%, que vous allez commencer à essayer d'améliorer votre taux de conversion, parce qu'en faisant passer de 2 à 4, ça aura un très très grand impact sur les étapes d'après. Donc essayez vraiment de définir cet entonnoir de conversion en fonction de votre objectif, en fonction de votre produit, pour essayer de l'améliorer à chaque étape. Pour ça, il y a des outils très très bien faits qui existent évidemment. Il y a par exemple Kissmetrics et Mixpanel qui sont assez similaires, qui vont vous permettre de créer ce qu'on appelle donc des funnels de conversion et de voir à chaque étape où vous perdez vos utilisateurs pour pouvoir vous concentrer sur l'optimisation de chaque étape. Et il y a un outil également qui s'appelle Looker qui permet de connecter votre base de données à cet outil Looker et de l'interroger de manière facile sans avoir à chaque fois à faire des queries spéciales. Par exemple, chez Hotel Tonight, on utilise beaucoup cet outil-là. Ça nous permet de faire des rapports personnalisés sans avoir besoin d'être un développeur et de faire des queries pour interroger la base de données. Vous avez des outils également qui permettent de faire du A/B testing. Donc tout ça, c'est vraiment des outils de gros hackers. Et l'idée, c'est vraiment d'optimiser à chaque étape la conversion entre l'acquisition, l'activation, la rétention et le revenu. Bien évidemment, encore une fois, ça c'est juste un exemple. Là, vous devez trouver votre propre entonnoir de conversion par rapport à votre produit. Donc maintenant, je voulais me focaliser sur l'acquisition, et c'est très bien, Grégoire a beaucoup parlé de la rétention et de la monétisation, parce que moi je ne vais pas en parler, malheureusement j'ai que 30 minutes pour ça, ça serait beaucoup trop long. Donc sur l'acquisition, je voulais partager avec vous quelques tips, et déjà vous décrire un petit peu c'est quoi les 3 moyens d'acquérir des utilisateurs. Ça a été défini par Nate Patel notamment, qui est un des meilleurs gros hackers aux États-Unis. Donc la première manière, c'est le push. C'est-à-dire que vous allez produire du contenu qui va intéresser vos clients et ils vont venir à vous naturellement. La deuxième étape, c'est le pull. Vous allez faire de la publicité pour qu'ils viennent à vous. Et la troisième étape, c'est le produit. Vous allez utiliser votre produit pour faire venir des utilisateurs. Alors moi, je vais me concentrer uniquement sur l'étape 1 et l'étape 3. Je ne vais pas du tout parler de techniques d'acquisition payantes. Et maintenant, je vais juste vous décrire un petit peu quelques techniques que j'ai pu utiliser ces dernières années pour acquérir des utilisateurs sans budget. Alors vous allez voir, je n'ai pas réinventé la roue, c'est des trucs que tout le monde connaît, mais utiliser à bon escient, ça peut vous permettre de générer beaucoup d'utilisateurs sans budget. On va voir quand même que si vous avez du budget, c'est quand même cool pour faire de la pub et soutenir un peu tout ça. Alors la première, c'est donc l'App Store Optimization. Sur l'App Store d'Apple, il n'y a pas énormément de variables pour atteindre le haut du classement. La première étape, ça va être d'optimiser votre contenu, donc ça va être la description de votre application. Donc optimiser les 3 premières lignes. C'est vraiment très important parce que c'est ce que l'utilisateur va voir en premier
quand il arrive sur la page de votre application. Essayez de mettre éventuellement un call to action dans ces 3 premières lignes pour vraiment l'inciter à télécharger l'application tout de suite. Parce que c'est dommage s'il arrive sur votre appli et puis qu'il part, vous allez perdre un téléchargement. Chez Hotel Tonight par exemple, on met un crédit à utiliser, 20 € à utiliser sur votre première réserve. On va les mettre tout de suite sur les 3 premières lignes. Comme ça, la personne voit ça et puis se dit, tiens, je vais la télécharger, peut-être ça me servira un jour. Optimisez également, bien évidemment, les keywords, l'icône et les screenshots, ça c'est également très très important, il faut qu'ils soient de très bonne qualité. Et enfin, si vous avez des social proof, donc ça peut être par exemple des parutions presse, des trophées, pour rassurer l'utilisateur et que les gens qui arrivent sur la page de votre App Store téléchargent effectivement votre application. La deuxième étape, c'est évidemment donc, les reviews, ça c'est également du social proof. Les reviews, c'est extrêmement important. Traquez-les vraiment tous les jours. Déjà, ça peut vous permettre effectivement de voir s'il y a des problèmes que beaucoup de gens retrouvent, mais également, depuis récemment, 2-3 mois, officiellement, on sait que Apple prend en compte les reviews dans le classement, dans le top ranking. Donc c'est extrêmement important. Pour générer des reviews, quand vous lancez une application ou quand vous mettez à jour votre application, vous ne revenez pas à zéro, mais Apple va montrer uniquement les reviews qui sont associées à la dernière version. Donc quand vous lancez ou quand vous mettez à jour, activez votre réseau. On a tous des centaines d'amis sur Facebook, sur Twitter, on a tous une grande famille. Demandez à tous vos salariés d'activer leur réseau pour déposer des avis positifs. Moi, par exemple, à Noël dernier, j'ai fait un repas avec tous mes anciens collègues d'école. On était une vingtaine, au moins 10 avaient un iPhone. J'ai pris tout leur iPhone et j'ai déposé moi-même des reviews. Et ça a permis de passer de 4 à 4,5 sur 5. Parce qu'on venait juste de lancer une nouvelle version. Donc vraiment, activer votre réseau, c'est vraiment très très important pour le classement et également pour générer plus de téléchargements. La troisième étape pour monter dans les classements de l'App Store, c'est évidemment, donc on en a parlé, plusieurs personnes en ont parlé déjà, c'est la vélocité de vos téléchargements. C'est-à-dire que si vous obtenez beaucoup de téléchargements en très peu de temps, et ben vous allez monter naturellement dans les top rankings. Et après, vous allez atteindre ce cercle vertueux qui est téléchargement, bon classement, plus de téléchargements. Donc c'est vraiment très important, par exemple, dans le cadre d'un lancement, où vous attendez de la presse, où vous attendez des téléchargements naturels, associez ça à des pushs payants, où vous allez générer beaucoup de downloads. Comme ça va faire beaucoup de downloads naturels, beaucoup de downloads payants, et vous allez atteindre, à la place de la place 10, peut-être la place 1, ce qui va vous permettre encore de régénérer plus de téléchargements. Donc ça, c'était deux, trois petits tips pour l'App Store. La deuxième étape, on en a aussi beaucoup parlé, c'est comment être mis en avant par Apple ou par Google. Alors, Hotel Tonight, on a de la chance d'être mis en avant très très régulièrement. La dernière fois, c'était pour iOS 7. Pendant la keynote de présentation d'iOS 7, on avait même une image d'Hotel Tonight dans le background. Il présentait quelques applis optimisées pour iOS 7. Donc, comment on a fait ça? Bon, déjà, évidemment, c'est construire une appli que les gens aiment. Hein, ça, c'est la première étape. Et nous, surtout, on suit les guidelines. On en a parlé déjà. Il y a des guidelines très précises au niveau du design qui sont différentes d'Apple ou de Google. Donc par exemple, Hotel Tonight, vous regardez l'appli iPhone ou l'appli Android, elle est complètement différente. Et en parlant avec mon développeur Android, je lui dis mais tu as des limitations techniques parce que elle est vraiment différente. Il m'a dit non, on suit les guidelines de Google et d'Apple, c'est pour ça que c'est différent. Parce que les gens sur Apple ont une habitude une expérience d'utilisateur différente que les gens qui consomment sur des applications Google. Donc en suivant ces guidelines, vous vous mettez bien avec Apple et avec Google qui pourront vous mettre en avant plus régulièrement. Nous, on avait travaillé sur la version iOS 7 avant que iOS 7 soit officiellement lancé. C'est pour ça qu'il nous a mis en avant. Et ça a généré des dizaines et des dizaines de milliers de téléchargements partout dans le monde grâce à cette mise en avant. Donc ça, c'est des téléchargements gratuits. Et quand vous pensez qu'en acquisition d'utilisateur, un téléchargement, ça peut coûter 1, 2 ou 3 euros, ça fait quand même une belle somme d'économiser. Également, suivez les guidelines au niveau du nom de votre application. Par exemple, il y a certaines applications qui vont mettre plein de mots-clés dans leur nom. Ça, Apple n'aime pas trop, donc ils vont peut-être pas mettre en avant des applications comme ça. Et également, la dernière étape, évidemment, suivez les guidelines aussi au niveau user acquisition. On peut être borderline, hein, mais c'est vrai que générer des dizaines et des dizaines de milliers de downloads avec des systèmes d'incentives, par exemple, c'est contre les guidelines. Donc, c'est pas sûr qu'Apple vous voit, mais ça va pas aider pour être feature.
Également, on en a parlé tout à l'heure, hein, utiliser évidemment les dernières features d'Apple ou de Google qui essayent de mettre en avant, le Passbook, iCloud, les nouvelles fonctionnalités. Apple va adorer vous mettre en avant si vous intégrez tous ces éléments-là à votre application. Enfin, avant-dernier point, rendre l'application universelle, c'est également un très très bon point. Donc rendre votre application compatible sur les iPhones mais également sur les iPads, en différentes langues si c'est possible, ça va vous aider. Et puis le dernier point, c'est tout simplement rentrer en contact avec Apple et Google qui ont des représentations dans chaque pays. Il y a des centaines de milliers d'applis sur l'App Store, donc ils ne peuvent pas tout suivre. Si vous avez une appli qui respecte tous ces critères-là, a priori, ils seront ravis de vous mettre en avant à un moment ou à un autre, donc n'hésitez pas à chercher le bon contact en France et puis à les contacter pour vous signaler. Alors un troisième point que je voulais évoquer, donc ça va plus concerner le produit. Donc évidemment, intégrer des outils sociaux de partage dans votre application. Évidemment, ça va prendre un temps de développement assez conséquent, mais ça va vous permettre d'acquérir des utilisateurs, ou en tout cas, toute l'acquisition d'utilisateurs que vous avez, que ce soit payant ou naturel, autant en profiter pour ces utilisateurs-là, invitent leur réseau également. Aujourd'hui, chacun est un média, chacun a des milliers, des centaines de fans d'amis sur Facebook, des milliers de followers sur Twitter parfois, donc utiliser cette force de réseau-là. Sur un téléphone, ce qui est bien, c'est que la personne a sa liste de numéros de téléphone, des emails, et c'est souvent un téléphone qui est connecté automatiquement à Facebook ou à Twitter. Donc utilisez ça. Utilisez également le social sharing. Donc c'est un petit peu différent d'inviter ses amis. Là, c'est partager un produit qu'on trouve cool parce qu'on l'aime bien. Moi, je suis toujours étonné de voir le nombre de sites e-commerce qui, à la fin du processus d'achat, une fois que j'ai commandé, ne m'invitent pas à partager ma commande sur Twitter. Parce que si j'ai acheté un produit cool, j'ai peut-être envie de le dire, et si en un clic je peux le faire, et ça va m'inciter à partager ça auprès de mon réseau. Et s'il n'y a pas de possibilité de partager, peut-être que j'aurai juste la flemme de faire un tweet. Donc essayez de donner la possibilité à vos utilisateurs le plus possible de partager d'une manière cool et évidemment non spammée. Facilitez-leur la tâche. La cinquième étape, c'est un petit peu plus compliqué, ça rentre évidemment dans ce que je viens de dire, c'est l'intégration des API. Là également, c'est évidemment un coût de développement conséquent, mais ça peut avoir un bénéfice qui est énorme. Donc le premier, c'est évidemment de ne pas forcer son utilisateur à s'inscrire, à remettre un mot de passe. Ils sont sur mobile, ils ont déjà leur compte Facebook, leur compte Twitter paramétré. Pourquoi aller leur redemander leur mot de passe? Moi, le premier, quand j'ouvre une appli, je veux me connecter à mon compte Twitter. Si on me redemande mon mot de passe, alors que je suis déjà sur Twitter sur mon iPhone, bon, j'ai un peu la flemme, je ne vais peut-être pas le faire. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, le deuxième avantage, c'est de récupérer l'activité de mes amis sur mon application. Un très bon exemple, c'est Spotify. Sur Spotify, le succès de Spotify aux États-Unis est très basé sur leur intégration très profonde de Facebook. Donc sur Spotify, je peux voir ce que mes amis écoutent. Je peux également envoyer ce que j'écoute automatiquement sur Spotify. Donc Spotify a utilisé Facebook d'une manière assez extraordinaire pour acquérir de plus en plus d'utilisateurs. Enfin, un truc important sur les API, évidemment, c'est ne pas oublier de les mettre à jour, puisque ça évolue très très rapidement. Donc ça, c'est le côté un peu négatif des API, mais généralement, si ça évolue, c'est pour avoir plus de fonctionnalités, donc encore plus d'opportunités pour nous, développeurs d'appli. Donc la sixième étape, c'est les incentives. Là encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'invente pas la roue, c'est des choses que tout le monde connaît, pourtant, pas tout le monde les met en place. On a vu l'exemple de Dropbox. Nous, chez Hotel Tonight, on fait la même chose. On donne du crédit à dépenser dans l'app. Alors, d'une part, c'est évidemment donner votre produit, donner peut-être juste une partie de votre produit, et également essayer de créer une situation win-win, où vous allez inciter votre utilisateur à partager un bon plan. Donc, par exemple, je partage mon promo code de 20 euros, et quand mon ami utilise son promo code de 20 euros, je gagne 20 euros également. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît, pourtant on n'a pas énormément qui le mettent en place. Il faut que ce soit bien fait aussi, ça ne correspond pas à tous les produits. Le septième point, le content marketing, encore un buzzword. Donc ça, c'est quelque chose qui est très puissant pour les applications mobiles aussi. Le content marketing, qu'est-ce que c'est? C'est fournir de l'information de qualité, intéressante, autour de vos produits pour acquérir de la visibilité.
Donc ça peut être fait de différentes manières, des blogs, des e-books. Les infographiques, c'est très très puissant, et puis ça peut ne pas forcément être très dur à mettre en place. Ça peut être par exemple des données que vous récupérez sur vos utilisateurs, ça peut être des études que vous faites auprès de vos bases d'utilisateurs. L'important, c'est d'avoir des choses qui sont intéressantes à dire évidemment, au bon moment. Par exemple, chez Hotel Tonight, on va essayer de sortir une infographique juste avant l'été sur le voyage, sur le comportement de nos utilisateurs, parce que avant l'été, tous les journalistes vont parler de voyage, de vacances. Et c'est donc à ce moment-là qu'ils auront le plus de chances de republier cette infographie-là. Donc il y a quand même du travail à faire sur les infographiques, il faut que ce soit joli et pertinent, mais c'est vraiment un très bon moyen d'augmenter votre visibilité et donc d'acquérir des utilisateurs. Le point 8, des conférences, c'est un peu ce que je fais maintenant. Donc en termes de retour sur investissement, ça ne va pas être forcément, en termes d'horaire et de retour sur investissement, c'est pas forcément le truc numéro 1. Mais par exemple, cette présentation-là, elle est sur SlideShare, je l'ai mis hier soir sur SlideShare, j'ai déjà eu 500 views, donc c'est pas mal, et j'espère que ça va augmenter encore avec tous vos retweets. Je suis en train de prendre une vidéo de moi-même que je mets sur YouTube, donc là encore ça va faire des views. Dans les conférences, il y a plein de journalistes, j'en ai rencontré beaucoup aujourd'hui, ça vous permet de créer des relations. Et les journalistes, je vais en parler tout de suite après. Avant, je voulais parler des médias sociaux, comme je disais, évidemment, on est aujourd'hui tous un média, on a tous une base de followers, une base de fans. Donc les médias sociaux, c'est pas fait pour tout le monde. Évidemment, si vous avez un produit B2B sur une niche très très précise, ça vaut peut-être pas le coup de créer une page Facebook. Les médias sociaux, c'est quelque chose qui est avant tout du service client, donc si vous faites du B2C, parce qu'il y a des gens qui vont venir se plaindre, et votre réponse à ces plaintes, elles peuvent être positives pour votre image, parce que d'autres clients, d'autres prospects peuvent se dire, tiens, ils ont un service client efficace, ils répondent aux complaintes sur Facebook, donc je leur fais un petit peu plus confiance. C'est vraiment du social proof. Les médias sociaux, c'est un travail de fond. C'est pas j'ouvre ma page Facebook et je vais acquérir des milliers d'utilisateurs, évidemment. C'est quelque chose sur le long terme. Les plateformes, évidemment, il y a Facebook, Twitter, mais pas que. En fonction de votre business, il y en a quand même pas mal d'autres. SlideShare, il y a Répondez sur Quora, Reddit, Hacker News, Craigslist qui est très connu pour avoir été utilisé par Airbnb. À la base, comment Airbnb a acquis des utilisateurs. À chaque fois que quelqu'un publiait une annonce sur Airbnb publiait automatiquement une annonce sur Craigslist. Donc ils ont fait ça quelques mois. Après, Craigslist évidemment a bloqué le système, mais ça leur a vraiment permis de décoller. Les meet-up aussi, pour rencontrer des journalistes, c'est super cool, et puis ça permet d'être vraiment au sein de votre écosystème aussi, au sein de l'écosystème des influenceurs qui vont être les early adopters pour votre produit, qui vont parler de votre produit, l'utiliser, vous faire des feedbacks. Donc les meet-up, c'est aussi quelque chose de vraiment sympa. Il y en a des cools à Paris, il y en a un par exemple, c'est le gros hacking meet-up à Paris, il y en a vraiment plein d'autres. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est vrai que bon, c'est du travail supplémentaire, c'est le soir après le boulot, on a tous envie de rentrer chez soi et d'être plus tranquille, mais c'est vraiment une bonne occasion de connecter avec votre communauté qui va peut-être constituer vos premiers clients. Et la dernière étape, donc, je voulais donner un exemple sur Twitter. Ça, c'est un droit que j'ai mis en place il y a quelques années. Moi, je suis passionné de kitesurf, donc je ne fais pas d'argent avec ça. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai réussi à récupérer mon kitesurf il y a quelques années. J'étais super content. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de ça maintenant? En fait, j'ai mis en place une automatisation de publication de tweets. J'ai tout simplement sélectionné une dizaine, une vingtaine de blogs et de sites web de qualité. J'ai récupéré leur flux RSS et automatiquement, à chaque fois qu'il y a un article, ça publie un tweet. Donc aujourd'hui, j'ai plus de 5000 tweets sur ce compte, 3500 followers, sans quasiment rien faire. Donc ça peut être appliqué à n'importe quelle niche, n'importe quel marché, sur votre marché spécifique. Vous pouvez créer un compte Twitter, automatiser la publication. Bon, l'idéal, c'est que vous y passiez de temps en temps pour répondre aux mentions et avoir quand même un comportement un peu naturel, mais ça peut prendre très très peu de temps. Et la dernière étape dont je voulais expliciter, c'est évidemment les press relations. Alors excusez-moi, je vais juste boire un coup avant d'aller là, parce qu'il y a encore quelques slides. Et c'est vrai que j'ai la bouche qui s'achève très vite quand je parle. C'est un peu impressionnant d'être là. Et en plus, je parle beaucoup. Donc une campagne de communication presse, ça peut être également très important pour votre user acquisition.
une campagne de communication presse, par exemple, un passage sur Télématin, où ça nous a rapporté 7 ou 8 000 downloads en 2 jours. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a différentes étapes hein, dans la presse sur l'échelle. La première étape, c'est la recherche. Donc je vais passer très vite sur cette slide parce que j'y reviens en fait après. Donc la recherche, qu'est-ce que c'est? C'est essayer de voir quels médias vos utilisateurs consomment. Donc par exemple pour Hotel Tonight, on a 3 catégories, le grand public, le voyage et le high-tech. Dans chacun de ces domaines-là, on va créer donc un fichier Excel avec les top 30 journaux. Dans chaque journal, on va essayer de voir quelle personne a parlé de concurrents, quelle personne a parlé de sujets similaires. On va essayer de trouver donc, le journaliste qui a le plus de chances de parler de nous. Ensuite, soit on a son email, soit on essaye de deviner l'email en utilisant des emails patterns. Donc ça peut être prénom.nom, @lenomdumedia.com. Pour ça, moi j'utilise également un super plugin qui s'appelle Rapportic pour Gmail. Donc je colle une dizaine de patterns et puis Rapportic me permet de voir s'il y en a qui sont existants, qui sont connectés à des médias sociaux. Le deuxième, c'est de développer donc, le bon message pour chaque média. Donc nous, chez Hotel Tonight, on a trois cibles, donc 3 messages un petit peu différents si on s'adresse à une presse spécialisée voyage, à du grand public ou du high-tech. Faire votre press kit, évidemment, ça va inclure votre communiqué de presse, des belles images, des promo codes éventuellement pour utiliser, faire tester votre produit. Et n'hésitez pas à envoyer un joli press kit par paquet également. Parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on fait tout par email, mais si le journaliste reçoit un truc cool, alors pas forcément de valeur, mais un joli package, et top journaliste uniquement, ben, peut-être la prochaine fois qu'il aura un sujet qui est relié à votre produit, et ben, il pensera à vous plutôt qu'à un autre. Construire des relations avec les journalistes et soyez présents sur votre marché. Les relations presse, c'est un travail de fond. Là encore, c'est pas du one-shot. Par exemple, pour passer au journal de 20h, c'est pas parce que vous envoyez un communiqué de presse qu'ils vont parler de vous. Ils vont peut-être parler de vous quand ils voudront faire un sujet, par exemple sur Hotel Tonight, sur les applications voyage. Donc c'est très important de faire votre propre relation presse avec les journalistes pour construire cette relation-là. Quand vous faites des interviews, ne parlez pas uniquement de votre produit, parlez de votre marché, parlez de vos concurrents. Comme ça, le journaliste, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de l'info qualité. La prochaine fois qu'il aura à parler d'un sujet similaire, il va vous appeler en premier en disant tiens, Antonin, il m'avait filé des bonnes infos la dernière fois, c'est lui que je vais rappeler en premier. Suivez les journalistes sur Twitter, ils sont quasiment tous sur Twitter, interagissez avec eux, créez cette relation-là, de manière pertinente évidemment, n'allez pas leur parler juste pour parler de votre produit. Et enfin, soyez visible, par exemple sur des conférences comme maintenant, j'ai rencontré plusieurs journalistes, je ne leur ai pas demandé d'écrire des articles sur moi, je leur ai dit ce que je faisais, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils faisaient, et puis voilà, donc, juste de manière sympathique. Et également, si vous avez des qualités rédactionnelles, n'hésitez pas à écrire des articles aussi vous-même, parce qu'il y a de nombreuses plateformes de publication qui pourraient être intéressées par ce que vous avez à dire. Soyez persistant, encore une fois, la stratégie de relations presse, c'est un travail de fond. Donc si vous envoyez votre communication, le journaliste ne va peut-être pas écrire sur vous parce que ce n'est pas l'actualité. Et par contre, peut-être dans 6 mois, vous allez pouvoir le faire. Donc créer la news, c'est faire un plan média sur l'année avec 4 ou 5 communiqués de presse à annoncer, des nouvelles features, un nombre d'utilisateurs, une statistique, une étude. Donc donner de l'information tout le long de l'année aux journalistes. Peut-être qu'ils ne parleront pas de vous une fois, 2 fois, 3 fois, mais la 4e fois, ils parleront de vous. Et enfin, être d'actualité, comme je disais tout à l'heure. Pour Hotel Tonight, on a une application voyage. Les journalistes écrivent beaucoup sur le voyage avant les vacances. Donc si vous arrivez avec une info cool avant les vacances, c'est dans sa ligne éditoriale, il va parler de vous. Dernier outil que je voulais vous montrer, c'est Yesware. Ça, c'est vraiment un outil puissant. En fait, c'est beaucoup utilisé par les commerciaux. Ça permet, c'est un plugin Gmail qui est gratuit, qui permet de voir à quel moment votre interlocuteur a ouvert l'email. Donc c'est assez impressionnant parce que ça existe, c'est possible, et il y a peu de personnes qui le connaissent. Mais Yesware, ça va donc vous permettre de voir si le journaliste a ouvert l'email, ça va vous permettre de voir combien de fois il l'a ouvert, et si par exemple il le réouvre 3 mois après, ça va vous permettre de le voir, vous allez avoir une petite notification, donc vous pouvez relancer à ce moment-là. Ça vous permet vraiment d'être présent et de lui donner de l'information au bon moment. Voilà, c'est tout pour ma présentation. Je ne sais pas du tout si on a dépassé le temps. Je voulais également, par rapport à la petite surprise qu'on vous a dit, un mini cadeau, un bon promo de 40 € à utiliser sur votre première réservation sur Hotel Tonight. Donc si vous n'avez pas l'application Hotel Tonight, ça permet un hôtel à la dernière minute. N'hésitez pas à la télécharger et quand vous inscrivez, utilisez le code promo AppDays lors de votre inscription.
Et ça va vous donner 40 € à utiliser pendant 1 an. Par contre, si vous voulez bénéficier de ce code promo-là, n'hésitez pas à le faire tout de suite parce que le code promo ne sera plus valide dans quelques jours. Et après, si vous l'enregistrez, par contre, il sera valide pour plus d'1 an. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge. Merci à toi. Donc voilà, c'est fini. Merci beaucoup. J'ai remercié les partenaires tout à l'heure. Maintenant, je vous remercie vous d'être venus. Update, c'est une expérience. On essaie de faire des choses très qualitatives au niveau des intervenants. C'est familial. Je vais vous présenter un petit peu l'équipe. Donc, Chloé Bali, qui s'occupait tout à l'heure notamment de l'accueil, de mettre un petit peu de plus dans les rouages quand il y avait des soucis. Pierre-Alain Bali,